Donc vous voyez jusqu'où nous sommes en danger. C'est-à-dire que non seulement le président est en danger, mais le pays même est en danger. Parce que autour de lui, il y a tout un ensemble d'espions qui travaillent à le trahir. Donc, et c'est pourquoi on fait tout, ils font tout maintenant, pour que, parce qu'ils savent que les plus grands adversaires, ce sont les gens comme Kamto, ces gens comme les gens qui sont hors de leur cercle, parce qu'au cœur de leur cercle, ils peuvent noyauter, ils peuvent s'en sortir. C'est pourquoi toute la guerre que vous voyez là est orientée contre l'extérieur, parce que entre eux déjà, ils savent que celui-ci, ils ont déjà fait la comptabilité de leurs amis, la comptabilité de leurs partenaires, la comptabilité de leur soutien au cœur du système. Ils sont en pleine guerre et Biya en est conscient. Donc, la seule chose qu'il lui a fait, c'est sauver sa peau. Biya travaille exclusivement maintenant à sauver sa peau. C'est-à-dire le petit peu de temps qu'il lui reste encore à passer au pouvoir. Et ce temps-là peut être dur, peut être long. Et il va les épuiser. Donc le travail gouvernemental actuel du régime de Biya, chef de régime, c'est épuiser à fond les prétendants. Et ils seront épuisés. Et là, il va les prendre au collet et les jeter en prison. Alors, je pourrais parler de manipulation. Biya n'a pas pu former quelqu'un pour le remplacer pendant ces 45, ces combien d'années. Il se retrouve dans une situation où il a neutralisé tout le monde et il y a un gros vide. Et il a peur même de tomber lui-même. Donc, il prend toutes les dispositions. Mais je vais vous dire que c'est naturel, c'est un peu de cynisme, mais il n'a pas le choix, il a échoué. Vous voulez qu'il fasse comment? C'est pourquoi j'ai dit, par rapport au message du président Kamto, lui aussi n'a pas le choix. Parce que tout ce qui est fait là, c'est pour que les deux perdants de la dernière élection ne soient pas candidats. Cabral ne doit pas être candidat. Kamto ne doit pas être candidat. On va fabriquer des candidats. On va fabriquer des gens. C'est pourquoi j'ai dit la question des revendications doivent se faire dès la publication des listes des candidats. Et à ce niveau-là, je dis et je maintiens ce que j'ai dit ici la dernière fois. L'homme le plus à même pour le moment de représenter une alternative, c'est Maurice Kamto. C'est pourquoi je sens aussi que toute la pression qui est mise sur lui contre son déploiement, c'est pour dissuader les gens comme nous. Et là, je vais le dire ici ce soir, ce jour, si Maurice Kamto est candidat, naturellement, spontanément, peut-être intuitivement, on va aller vers lui pour soutenir ses idées qui nous semblent les mieux placés maintenant à représenter quelque chose de bien pour l'épanouissement de ce pays et pour la prospérité économique. Alors, donc nous sommes des soutiens déclarés d'une candidature de Maurice Kamto. Vous connaissez ces idées. Alors, d'accord, on va... Vous savez, le RDPC a là des complexités imprévisibles. Je veux d'abord faire une mise au point pour dire que le RDPC, parce que j'entends les gens dire, oh, c'est notre parti, c'est... Le RDPC est un parti national. Nous sommes aussi, nos parents, de par nos parents, en droit de revendiquer certaines choses au RDPC. Parce que, voyez-vous, le RDPC n'a jamais été créé. Le RDPC est une excroissance de l'UNC. Il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une invitation, une assemblée constituante au cours de laquelle on a créé le RDPC. Il se retrouver à Garoua, au cours du congrès de l'UNC, et on a dit l'UNC devient le RDPC. Ça, c'est important. Pourquoi? Vous nous ramenez à l'histoire. Non, c'est important. On connaît déjà l'histoire, mais là, je veux qu'on reste... Le problème on aura l'occasion, s'il vous plaît. Me laissez dérouler. Tout à l'heure, on est tombé d'accord que vos temps de parole, vous devriez vraiment être concis et précis pour ne pas monopoliser la parole. Chaque fois, je serai obligé de vous interrompre pour vous rappeler que, allons droit au but, les faits. Je parle d'une dizaine de membres du gouvernement qui rentrent au comité central du RDPC. Il y en a qui sont en attente, qui sont frustrés. Est-ce que cela ne va pas être un coup? Bouba, vous êtes un journaliste sportif. Vous savez que avant de commencer un match, il y a toujours un petit échauffement, la connaissance du stade. Mais on ne se chauffe pas pendant 90 minutes. Je sais, je n'avais même pas fait 30 secondes. Pour vous dire quoi?
Et pour être d'accord avec M. Nké, avec le prof, que le président Biya, à travers ce qu'il a fait là, il vous montre qu'il est candidat en 2000. Ayant eu pour référence Machiavel et le président Aïdjo, d'accord, il a tenu ferme. Il a presque photocopié, il a presque remis les mêmes choses d'un parti où il est le seul souverain et les autres. Puisque vous allez voir que si on entre en profondeur dans les textes, vous avez les textes, les articles 17, 18, 19, qui parlent du Congrès. Et je suis étonné que monsieur le maire n'ait pas parlé de cela. Dans les articles 17, 18, 19, on vous dit qu'il y a 3 instances au RDPC. Le Congrès, le comité central, le Congrès, le comité et le bureau politique. Mais le président n'est pas passé par là. Il prend appui sur... Parce que le dernier congrès, c'est 2011. En 2016, le RDPC aurait pu logiquement tenir un congrès parce que dans les textes, le congrès, c'est tous les 5 ans. Mais le bureau politique a pris une décision donnant la liberté totale à M. Biya de faire ce qu'il veut du RDPC. Parce qu'on lui a dit qu'on proroge le mandat. À la même réunion du 3 novembre 2011, à la même réunion du 3 novembre 2016, on a prorogé les mandats du président et de tout le monde. C'est important de le savoir si on veut vraiment être dans le sujet. Mais sauf que le président Biya est très malin. Ce qu'il vient de faire là, c'est-à-dire la désignation des 28, parce qu'au total c'est 28, donc 10 ministres, c'est qu'il veut refaire sa carte et être sûr que sur le terrain, il sera compris. Parce que, voyez-vous, Bouba, en dehors des 10, les 10 ministres, il joue 2 cartes importantes. Les cartes du sultan, le jeune qui vient de porter un membre titulaire du comité central en remplacement d'Ibrahim Boumoudouya, parce que aller à la présidentielle d'octobre 2025 sans avoir un titulaire membre du comité central comme celui-là, c'est ouvrir un certain boulevard en Damdouya à l'UDC. Et là, il parie sur la jeunesse. Il parie également sur la jeunesse quand il nomme, n'est-ce pas, Ibrahim El Rachidine, le Lamido de Gawa, qui a à peine 44 ans. Et parce que jusqu'à un moment, après le départ, n'est-ce pas, de Marafa, de Aban Adama, et dernièrement encore des gens comme le Lamido, le Gawa était presque entre les mains de l'UNDP et du SNC de Issa Chiroma Bakari. Mais pourtant, ce monsieur, ce jeune, depuis qu'il est arrivé, il est crédité d'un grand nombre, n'est-ce pas, d'approches, de stratégies qui, n'est-ce pas, l'amène de plus en plus à participer, à avoir une proximité avec le peuple. Autre chose, c'est que... Vous sortez par là. Oui, je sors par là. C'est qu'il est d'un charisme, parce que déjà, il a monté ses griffes lorsqu'il a réussi à battre le défunt président Laka Fissa Hayatou. Et il avait promis, n'est-ce pas, qu'il a en réalité un champ d'action à mener. Et ce qui crédite son charisme, c'est qu'il vient de renouveler la mosquée de Pumpumure. Je crois que c'est quoi? La mosquée de... comment ça s'appelle? Je vais retrouver. Dans son Lamida,
Peu importe, il a renouvelé, il a renouvelé la mosquée à Garoua. La réflexion de la mosquée de Pompoumré et de Garoua. C'est pour ça que je dis, non, je chute par là, si vous permettez. C'est pas ça qui a fait qu'on le nomme membre titulaire. Non, je chute par là. Je chute par là, avec votre permission, Bouba. Vraiment en 2 secondes. Mais dites pas que ce n'est pas ça. Parce que les actions sociales, de portée sociale, n'est-ce pas, sont aussi importantes. Et parce que aussi ce monsieur, étant chef de premier degré, il a sous lui 22 chefferies de 2e et 3e degré qu'il a l'habitude, n'est-ce pas, de manœuvrer, avec qui il travaille. Et je crois que c'est ça qui a favorisé sa nomination au comité central. Alors, Dr Fridolin, on voit bien que le président, à travers cette désignation, fait une démarcation claire entre les hommes politiques et même ceux qui sont chargés de suivre les affaires courantes, l'administration par exemple. Vous parlez de qui, par exemple? Non, je vous pose une question. Bon, je crois que vous sous-entendez, comme beaucoup de gens dans l'opinion, sous-entendent aussi que, mais on voit là un message du président de la République envoyé en Congo. Moi, je dis les choses comme ça brutalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un peu embarrassé parce que Soulé vient de dire par rapport à Ibrahim El Rachid, il s'appelle Rachidine. C'est le lamido de Garoua. Oui, il est en train vraiment de l'encenser. Il a construit une mosquée, il a fait beaucoup de choses apparemment là-bas. Et qu'il est proche du peuple. Non, bien non pas les gens qui sont proches du peuple. Jamais. Si tu es proche du peuple, tu es un danger pour lui. Parce qu'il faut que tu sois haï, uni. Ça, c'est le principe de la gouvernance de bien. En fait, ma lecture, c'est comme si... Je voudrais qu'on soit clair. Hein. Oui. Je parle des faits. Moi, je suis journaliste. D'accord? Pour parler d'un monsieur... Vous mesurez la proximité avec le peuple comment? Attendez. Oui, justement. Monsieur Nké, oui. Vous savez qu'on n'a jamais été, toi et moi, corps à corps, n'est-ce pas? Oui. Je vous dis qu'en tant que journaliste, j'ai essayé de creuser pour savoir pourquoi certaines personnes... Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Et j'ai moi, j'ai estimé que... c'est la proximité. Attendez, que je réfléchisse ma pensée. Oui. Que je réfléchisse ma pensée. Lorsque vous faites la réflexion, n'est-ce pas, d'une grande mosquée qui tombait en ruine. Non, on est dans une capitale. Je suis d'accord. Non, on ne s'entend pas. C'est pas ça. On ne s'entend pas comment. Ce que vous voulez dire. Ce que moi je voulais dire. Attends, laisse que je développe. Non, qu'il ne rentre pas. Non, quand vous étiez en train de développer. Non. C'est parce qu'il a commencé. Non. Si chaque fois moi j'ai des éléments d'analyse que le débat évolue, on va pas s'en sortir. Moi j'ai les vraiment souffrez que chacun développe son argument. Bon, je voulais donc dire par rapport à ce que Soulé dit que je ne suis pas d'accord et que ma lecture est différente. Je signalais seulement que ma lecture est différente. Que je prends le cas de ce capitaine d'armée. Il est là commandant-chef, je crois, de bataillon. Le bataillon, très bien. Moi, je vais vous dire donc mon expérience, et ça confirme ce que je suis en train de dire. Mon expérience de ce monsieur que j'ai rencontré le jour qu'on me torturait à la CEMIL, il avait promis de me torturer avec la machette. Je crois qu'on l'a même fait venir pour ça. Parce qu'il a dit, je suis venu vous torturer. Vous voyez la gravité de ce que je suis en train de dire. Donc, à l'image de ça, je ne dis pas seulement que ce n'est pas tout ce qu'il a raconté là, mais je me dis un homme comme ça. Non, tous les bienfaits. Voilà, ne dis pas que j'ai raconté. Tous les bienfaits. Tu devrais vous ne devez pas l'interrompre chaque fois. Ce n'est pas tous les bienfaits que mon grand frère Soudé a convoqué, que je rejette. Mais le scandale qu'il y a eu dernièrement avec la mort, la torture en mort de son neveu, voilà autant de choses qui me font dire que ce monsieur a été pris là, comme Nalova aussi, parce qu'ils ont cette férocité en eux qui peut être utile au maintien de ce pouvoir. C'est le principe de base quand on doit lire les décisions de Paul Biya. Je vous prie de le comprendre très bien. Parce que pour moi, c'est comme une institutionnalisation des hommes et des femmes à l'esprit de brut. C'est peut-être exagéré, mais c'est une lecture que j'ai faite de ces personnages. Ce qu'on appelle en philosophie, chez moi, que j'ai essayé de consacrer dans ma thèse, la psychanalyse existentielle telle que développée préalablement par Sartre. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment cette démarche, dans leur comportement et dans leur imaginaire,
permet de lire le personnage. Donc pour moi, c'est comme une régularisation de l'inertie, tout ce qui s'est passé là. Non, on évite ceci, on évite le congrès, on évite certains membres. Non, c'est comme une régularisation de l'inertie. Bien, c'est l'inertie incarnée. Et rien ne bouge. Donc, pour moi aussi, c'est la consécration du radicalisme. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui se concentre à la perpétuation de la même chose, mais dans la dureté. Et on voit bien l'absence des gens comme Ngongo et la cooptation des gens comme Betty. Et c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de manipulation. C'est-à-dire que on blesse, on tape sur la plaie, on souffle un peu. C'est ça qu'il fait avec le gouvernement, avec le peuple camerounais. C'est pourquoi quand il convoque des gars comme Betty, qui sont encore un peu normaux, Betty a son nom. Lui là, il est quand même encore un peu normal. Ah bon? Oui. Je ne le connais pas personnellement, mais il m'avait reçu une fois après, il m'a dit qu'il ne me reçoit plus. Je ne sais pas pourquoi. Il me fuyait. Donc, quels sont vos éléments de mesure? Vous donnez je peux répondre à X et des mauvais non, je peux répondre. Pas son comportement d'abord, pas son attitude. Tout à l'heure, vous parlez de l'autre, le jeune. Non, le jeune qui est à la santé, là, il s'appelle qui? Le jeune ministre de la santé, il s'appelle qui? Je n'aime pas retenir son nom parce qu'il m'énerve. Bon. Manaouda, vous disiez qu'il est poli et tout. Non, c'est pareil avec Betty. Il n'y a pas d'autres mesures, je ne le connais pas, je ne veux même pas savoir. Mais on connaît dans l'opinion pas l'absence ou la présence massive d'un nom, que ce type est normal ou bien n'est pas. C'est la seule unité de mesure. Et pour revenir à notre... On sort par là. Pour revenir à notre fameuse absence de Ngongo, je vous dis, pour moi c'est un message. Vous voyez, beaucoup de choses sont passées. Et moi, j'avais, à l'occasion de ce qui s'est passé, du grand scandale de l'assassinat de Martinez Zogo, peut-être les deux faits ne sont pas liés. J'avais dit, lorsque j'avais organisé cette cérémonie, là-bas, avec les chefs, j'avais dit que Martinez Zogo, nous avions décidé que pour enterrer Martinez Zogo, il va mourir avec les autres qui l'ont tué. Donc, je me dis, les gens vont commencer à mourir un peu. D'ailleurs, il y a deux possibilités de lire ça. Ngongo, il peut se dire, bon, moi je suis juste le manœuvre du président. Ça veut dire quoi? Je suis un ouvrier qui exécute les travaux, qui n'exige pas d'apprentissage. Je ne fais pas la politique, je manœuvre pour le président. Ça veut dire que je suis l'opérateur de ses dessins par dessin, comme ça, ça veut dire les intentions. Donc, je m'arrête là. Il peut aussi se dire, bon, oui, on ne m'a pas nommé, bon, et puis quoi? Moi je suis tout puissant. Est-ce que j'ai même besoin que tu me nommes encore? J'ai déjà tout ton pouvoir. Si j'ai des gens comme Galax qui travaillent pour moi, si j'ai des gens comme Goumou, le nouveau gars de la DGR, de quoi j'ai encore besoin? Je peux appliquer. Si les gens sont prêts à mourir et à tuer pour moi, bon, je suis tout puissant. Donc, il y a deux lectures. J'évite de dire l'orientation que la réalité impose de lire. Alors, pourquoi l'opinion publique, vous qui êtes un stratège, fait une fixation sur le Lamido de Garoua, oui, par exemple? La simple raison qu'on évoque, on dit c'est un homme en tenue, un militaire qui se retrouve... tortionnaire assumé. Non, ça c'est vous qui le dites, moi je ne le dis pas, mais il est chef de bataillon. Et il m'énerve fondamentalement. Ce monsieur-là est un tortionnaire. Il est chef de premier assumé. Et il se retrouve membre titulaire du comité central. Du comité central. On parle d'une incompatibilité. Mais d'abord, il n'est plus militaire. Il n'est plus militaire. Comment ça? Et pourquoi? Il n'est plus militaire, puisque est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il a démissionné? Non, je veux juste savoir, est-ce qu'il est opérationnel? Oligui Nguema vient de démissionner de son poste. Laissez-le poursuivre, je vous en prie. Non. Il n'est plus opérationnel. Non, quand même. Donc, il n'est plus militaire. Soyons honnêtes. Je pense que très souvent, vous connaissez la bataille qu'il y a eu au niveau du Nord, au niveau de Garoua, pour le sultanat. C'était farouche. Oui, aujourd'hui, on peut te coller toutes sortes de choses parce qu'on veut te traîner par derrière. Et moi, j'essaie de bien comprendre la situation. Il avait pas mal de forces administratives contre lui lors de cette bataille. Moi, je ne sais même pas comment il a fait pour survivre jusqu'ici. Parce que presque toute l'élite administrative de cette région-là était contre lui. Je ne sais même pas comment il a fait pour s'en sortir, pour pouvoir arriver à ce niveau-ci. Et donc c'est pour ça que le président le récompense? Je pense, sincèrement. Et
moi, quand j'écoute, on dit que non, le président... Non, la stratégie... Aujourd'hui, nous sommes face à une situation... J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos que cette élection ne sera pas comme une autre. Elle est plus que jamais... Ça se joue et c'est très stratégique. Et chacun pose ses pions en suivant exactement ce que l'autre fait. Aujourd'hui, le président de la République vient de changer le débat un peu. Il s'est imposé et il a imposé le rythme. Avant, depuis presque 1 an et demi, c'est lui qui suivait le rythme. Là, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais sauf que là, il vient d'imposer quelque chose. Mais je ne comprends même pas pourquoi les gens exigent la présence de Ngongo dans le comité central. Il n'a pas besoin d'être là-bas. Il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur du comité central du RDPC? Il n'a pas besoin. Là, le rôle qu'il joue aujourd'hui auprès du président, c'est largement suffisant pour que le président le mêle avec des choses qui risquent de perturber ses responsabilités. Donc c'est normal, c'est une décision bonne, stratégique que le président a pris de le maintenir hors du comité central du RDPC. C'est au contraire, pour le RDPC, pour lui le président, c'est une excellente décision. Et je pense que là, il a bien pris. Pour revenir sur le Lambda, vous savez, le président a une histoire avec le sport, il a une histoire avec les chefferies traditionnelles, auxquelles il attache énormément d'importance. Si on suit le président depuis qu'il est arrivé à la tête du Cameroun, il a toujours eu une relation particulière, surtout avec les chefferies élites. Il s'est toujours appuyé sur ces chefferies-là pour le fond. Parce que quand on regarde stratégiquement, le rôle de certaines chefferies qui ont reçu cette onction d'entrer au sein du comité central, ils ont un rôle capital. C'est des chefferies qui sont suivies, c'est des chefferies les plus organisées, les plus structurées, donc c'est normal de les avoir avec soi. Alors, donc le nom n'y figurait pas. Donc, en réalité, il y a une volonté pour le président national de rester le maître à penser, le maître du RDPC. Parce que le RDPC... Et puis, c'est pour ça que je dis que c'est un spécialiste des équilibres. Vous savez qu'à un moment donné, le militaire EGPR était monté. Hein, et il faisait même des consultations à Douala et partout au Grand Nord. Les gens lui ont dit que non, c'est lui le dauphin. Et comme le président Biya ne veut pas laisser apparaître une trace de dauphin, alors il casse les ailes et il fait remonter en surface cette histoire des membres du comité central. Vous savez, Bouba, l'article 27 des statuts du RDPC, le président national assure la bonne tenue du parti. À cet effet, il peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à la bonne organisation, au bon fonctionnement du parti. Et dans ce ordre d'idée, il a même des droits exceptionnels. Ça veut dire qu'il peut même décider de dissoudre le RDPC. Bon, dans mes recherches, quand vous m'avez invité en mettant ce travail en débat, j'ai retrouvé une thèse de doctorat de M. Sombaï Kwatadiba. Il a soutenu une thèse de doctorat sur la position hégémonique, le sujet de thèse, la position hégémonique du RDPC à l'épreuve de la démocratisation du champ politique camerounais. 2 points contribution à l'analyse juridique, politique et institutionnelle des partis politiques africains. Et quand je me suis permis de lire, je me suis rendu compte que le RDPC ne fonctionne pas comme un parti politique concret comme ça. Le RDPC, c'est une machine, Boua. Parce que depuis 1995, l'ensemble des réformes nombreuses intervenues dans l'organisation et le fonctionnement du RDPC visaient, n'est-ce pas, en premier lieu à consolider, renforcer le pouvoir de M. Biya. Ça, il faut le retenir. Ça veut dire que le RDPC, c'est le président Biya. Je vous voudrais... Les partis politiques, c'est pareil. Peu importe l'univers où on est. Simon, on fait l'analyse. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est bon ou c'est mauvais. Je fais l'analyse en empruntant dans mes lectures d'une thèse. Non, tu as raison. N'est-ce pas? Et je voudrais dire à M. Bouvard, pour sortir, n'est-ce pas, des lectures
de ma lecture de cette thèse, quel est un très beau livre, n'est-ce pas? J'ai retenu de ces 6 petites choses. Je vous les lis, c'est très court. Premièrement, éviter les analyses de premier degré fondées sur les argumentaires tirés des lieux communs. Le RDPC. Deuxièmement, vous ne commentez pas, allez-y rapidement. Deuxième, comprendre la machine qui s'appelle RDPC, il faut éviter de mélanger les arguments juridiques, politiques et éthiques. Troisième chose, sur le plan juridique, une prorogation peut être déterminée dans le temps, certes, mais rien ne contraint cette détermination. On peut proroger sine die. 4. Sur le plan politique, un parti vise à gérer le pouvoir. Ce n'est ni l'église, ni le jeu de foot. L'organisation de toute formation politique est axée sur la recherche de l'efficacité, un peu comme dans l'armée. La démocratie interne des partis est fortement limitée par cette nécessité d'efficacité opérationnelle. 5. Au plan éthique, ça peut choquer. Et l'on peut épiloguer autant qu'on veut sur le sujet, mais la politique et la morale ne font pas toujours bon ménage. 6. Pour terminer, la notion de légitimité est fluide. Elle tient à l'adhésion volontaire des masses concernées à un projet ou leur identification à une personne. De ce point de vue, nul ne peut valablement soutenir que Paul Biya manque de légitimité au sein du RDPC. C'est sa personne qui fédère les acteurs au sein du RDPC. Alors, ça, je tire de cette lecture. Après avoir suivi attentivement les notes de Soulé, est-ce qu'on peut conclure que Biya tient toujours le gouvernail et garde la main contrairement à ce que les uns et les autres ont voulu faire croire? En fait, il y a 2 lectures possibles. La première lecture est celle-là, c'est-à-dire que tout le monde était déjà totalement désillusionné. Mais la désillusion, c'est que en fait, on voit comment l'inertie est en train de gouverner. C'est-à-dire que on voit que c'est un homme naturellement vieux, vieillissant, fini, comme certains disent. Mais il y a encore des petits réflexes. Et ces réflexes-là, c'est pour sa propre sécurité. Donc, on peut lire ça comme ça. Mais on peut aussi lire qu'il y a une dynamique interne contre laquelle il ne peut rien. Parce que les gens, de plus en plus, s'émancipent. Vous savez, au palais, rien ne se cache. On peut avoir des bribes qui ne parviennent même pas des souris. Et là, au cœur du palais, il y a des camps. Il y a des camps, déjà, ou bien 3 ou 4 camps qui s'affrontent. Chantal qui dit que moi, c'est mon mari ou personne. C'est-à-dire que c'est elle-même. Il y a un Gongo aussi qu'on sent que non, il dit que c'est pour moi. Il y a aussi le petit Franck qui s'agite. Donc on voit qu'au cœur du palais, le pouvoir est en train de lui échapper. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas le congrès. Parce qu'il ne peut pas faire le congrès, il ne peut plus faire le congrès. Pour moi, vraiment, c'est tellement évident. Parce qu'on parle d'un Gongo qui est tout puissant et qui est capable de faire. Si tu enlèves son nom, ça veut dire que si c'est ce que tu le dis est établi, ça veut dire qu'il sait que ces gens-là ne sont pas sérieux, que ces gens-là sont dangereux. Tous ces gens autour de lui sont dangereux. Parce qu'il sait que quand on regarde l'article 20 des statuts, on dit que sont délégués au Congrès les membres du comité central, les membres des bureaux nationaux des organes spécialisés, c'est-à-dire OF, RDPC, OG, RDPC, et ainsi de suite. Les présidents des sections du parti et celles de ces organismes spécialisés que je viens de lire là. Et là, ce qui est intéressant, les militants exerçant les fonctions de parlementaires, de membres du gouvernement et assimilés, de membres du Conseil économique et social. Donc il y a un gongo dedans là. Donc c'est dangereux. Si maintenant j'organise un congrès, et il y a 2 dangers contre lesquels Biya doit se prémunir. Le premier danger, c'est ces gens-là qui ont tout fait, qui ont fait toute leur vie, ils ont travaillé à son rayonnement. C'est-à-dire qui ont même pris des coups, qui ont initié même des choses terribles parce qu'ils devaient couvrir ses enfants. Donc là, il les tient et ils se tiennent. Et il y a ces gens-là donc qui sont un danger juste à côté de lui. Mais il y a aussi le danger là. C'est-à-dire le danger qui vient de l'extérieur.